La déstabilisation, c'est une technique qu'on retrouve aussi bien dans les relations intimes comme le couple, que dans les relations moins intimes comme amicales ou professionnelles, et c'est probablement dans ce dernier type qu'elle est la plus commune. C'est aussi une technique qu'on pourrait qualifier d'endémique de la phase de rejet, qui est en quelque sorte son milieu naturel, au sens où durant la phase de séduction, elle est généralement proscrite puisqu'elle pourrait mettre en alerte la victime alors que le narcissique vise le contraire, et dans la phase d'antagonisation, elle devient obsolète puisqu'on est alors dans une situation de guerre ouverte où la discrétion n'est plus de mise. Parce que cette discrétion est au cœur de la pratique. Que ce soit par la formulation des propos, par l'ambiguïté des situations ou encore par le secret des agissements, on y retrouve toujours un même schéma. La victime sait, ou en tout cas ressent qu'un truc malsain vient de lui arriver, mais n'est pas en capacité soit de s'expliquer pourquoi c'est le cas, soit de pouvoir confirmer l'intentionnalité de l'acte. Typiquement parce qu'elle ne sera pas en capacité de confirmer si c'est fait exprès ou si c'est un simple accident. Dans les faits, ça va consister à être chroniquement mis mal à l'aise avec des remarques, des actes ou à l'inverse des oublis, des insinuations, des références ou encore des blagues dont le narcissique sait qu'elles suscitent un inconfort soit relatif à un sujet universellement anxiogène comme le rejet social, l'échec scolaire ou professionnel ou encore le physique, soit relatif à des vulnérabilités individuelles qu'il sera parvenu à découvrir sur vous, on va voir comment dans un instant. Sous certains aspects, cette pratique peut évoquer l'agressivité passive qu'on a abordée à l'épisode 8.2, mais elle va cependant s'en distinguer radicalement par le fait qu'elle ne consiste pas en une simple remarque désagréable chargée d'ad personam qui se cachera derrière l'excuse d'être justifiée par la méchanceté de l'autre, mais en une attaque chirurgicalement ciblée sur les vulnérabilités connues ou présumées de la victime, que le narcissique n'hésitera pas à commettre en public, et qui se cachera cette fois derrière le quiproquo, le doute, la confusion, la plaisanterie, la coïncidence ou encore l'accident, pour l'abriter d'éventuelles conséquences. Le but étant en résumé de heurter le plus profondément possible, tout en ayant l'air le plus innocent possible. Non pas donc en légitimant l'attaque, mais en prétendant carrément qu'aucune attaque n'a simplement eu lieu, de sorte à ce qu'il vous soit impossible de réagir à l'agression d'une manière proportionnée à l'impact qu'elle a sur vous. Et c'est justement ce qui fait bander les auteurs de cette méthode, se prouver qu'ils peuvent vous agresser psychologiquement quand ils veulent, même en public, sans que vous ne soyez en capacité d'y réagir. Parce que c'est un moyen de se convaincre que vous seriez entièrement soumis à leur volonté, donc qu'ils dominent très fort toute la grosse domination. Comprenez bien qu'on ne parle pas ici de micro-agression, comme on pourrait dire à propos de l'agressivité passive. On parle de violences psychologiques véritables, qui vont spécifiquement cibler des points de vulnérabilité intime que le narcissique aura découvert sur vous, soit au travers de la prospection dont on a parlé à l'épisode 7.2, quand il vous pose énormément de questions souvent très intimes dès le début de votre rencontre en prétendant être captivé par votre vie, soit au travers de pratiques de l'ordre du stalking, voire dans les cas extrêmes de l'espionnage, en étudiant vos réseaux sociaux, en s'informant discrètement sur vous auprès de proches, voire en s'infiltrant dans vos messageries, par exemple à l'occasion d'un appareil laissé sans surveillance ou en dérobant vos identifiants. J'en profite en passant pour rappeler l'importance d'être prudent avec les informations personnelles que vous livrez soit à des inconnus ou des connaissances très récentes, soit publiquement au travers des réseaux sociaux. Gardez à l'esprit que tout le monde ne vous veut pas toujours du bien, y compris parmi les gens qui vont le prétendre. Je reprends une formule du Dr Ramani qui résume très bien le propos. Ne confiez pas le mot de passe de votre univers mental à des gens qui pourront en faire un mauvais usage. Certes, se dévoiler aux autres joue un rôle dans l'entretien d'une relation saine à son entourage social, et c'est un rôle très important, voire essentiel. On a souvent besoin d'avoir au moins une relation qui nous connaisse en profondeur, afin de se sentir apprécié pour ce qu'on est intimement, et pas juste superficiellement. Mais avant de dévoiler cette face intime de votre personnalité à quelqu'un, assurez-vous toujours qu'il ou elle soit digne de votre confiance. Même lorsque le contact passe super bien et que vous avez l'impression d'être en présence de votre âme sœur, on a vu pourquoi à propos du mirroring, ne perdez jamais de vue que vous avez toujours le droit de répondre par exemple « c'est trop personnel, je ne préfère pas en parler » à une question trop intime posée un peu trop tôt dans la relation. Si la personne comprend, alors tant mieux, peut-être que vous vous dévoilerez davantage plus tard. Si elle se fait insistante, comme quoi « allez, vous pouvez lui faire confiance, libérez-vous de ce poids, c'est pour votre bien », etc., etc., mettez immédiatement un stop à la discussion, voire même à la relation, parce que c'est un énorme red flag. Ça peut demander pas mal d'efforts à mettre en application, surtout si vous souffrez de troubles de l'estime de soi qui vont vous donner excessivement envie d'être apprécié par les autres, donc de satisfaire leurs attentes. Mais c'est très important de travailler là-dessus pour limiter votre vulnérabilité à l'emprise. Si vous vous dévoilez trop prématurément,
Vous prenez le risque de donner le mode d'emploi de votre univers affectif à des gens mal intentionnés, et ça aura à peu près les mêmes conséquences que de confier le mot de passe de votre ordinateur à un pirate informatique. Assurez-vous toujours que les gens à qui vous vous confiez sont dignes de votre confiance. Mais j'en reviens au sujet. L'exemple type de cette déstabilisation, dans sa forme banalisée, ça serait un ami, un membre de la famille, un conjoint ou encore un collègue qui a obtenu une information sensible sur vous. Disons par exemple que vous ayez une grosse phobie de l'eau du fait que vous n'ayez jamais appris à nager et que vous en êtes très complexé parce que pour tout votre entourage, savoir nager c'est un truc évident et vous avez le sentiment que ça fait de vous un gros naze. C'est complètement irrationnel, il n'y a aucune honte à pas savoir nager, mais disons que c'est un complexe que vous avez et surtout que le narcissique l'a appris d'une manière ou d'une autre. Là où une personne bien intentionnée respecterait la confidentialité de l'information, un narcissique va, à l'inverse, l'utiliser à chaque occasion pour vous mettre mal à l'aise, principalement de sorte à saboter votre confiance en vous dans des situations où elle pourrait entraver sa domination perçue. Et attention, on ne parle pas ici de chambrer amicalement un pote sur un défaut dont il sait rire lui-même. On parle d'un complexe dont le narcissique sait, ou du moins se doute, que vous en avez intimement honte et que son évocation va vous mettre mal à l'aise. Ça va consister le plus souvent en des plaisanteries lourdes et gênantes, telles que « Tiens regarde, il y a ton crush qui va à la piscine aujourd'hui, et si je lui disais qu'on y va aussi ? Quoi, qu'est-ce qu'il y a ? T'as peur qu'il découvre que tu sais pas nager ? Oh là là, pourquoi tu flippes comme ça ? C'est pour rigoler, je vais pas le faire. Mais imagine, je le fais quand même, il se passerait quoi ? En plus, j'ai son numéro, je pourrais le faire. Peut-être que je devrais, j'ai trop envie de savoir. Je le fais ou pas ? Ça ressemble à de la simple taquinerie bon enfant, et c'est le but. Mais dans ce cas de figure, la blague est censée prendre fin dès que celui ou celle qui en est la cible arrête de rire. Quand on rigole entre amis, on rigole avec ses amis. Si on rigole à leurs dépens, c'est plus de la taquinerie, c'est de la toxicité. Et là, vous l'aurez compris, la blague va au contraire être lourdement insistante et persister bien au-delà de la manifestation d'un malaise. Souvent, elle va même escalader avec le malaise exprimé comme si c'était l'objet de la blague, alors que ça devient évident que la cible n'en rigole plus du tout. Par exemple, ça va consister en des provocations edgy du style « Et si je tweetais carrément que c'est ton anniversaire et que tout le lycée est invité à la piscine ? Trop marrant la blague, t'imagines ? Hein ? Regarde, j'ai ouvert l'application, je le fais ou pas ? Oh regarde, j'ai même déjà rédigé le tweet, j'ai plus qu'à l'envoyer. T'imagines si je le faisais ? Oh là là, je crois que je vais le faire, attention, je le fais ou pas ? Ça pourra aussi parfois impliquer un chantage opportuniste qui peut servir de tâtonnement avec des questions du style « Tirer jusqu'où pour que je le fasse pas ? Chiche, tu me commandes un resto pour que je supprime le tweet ? Non, mais c'est bon, je rigole. Mais tu le ferais ou pas ? Si tu le fais, promis, je supprime. » C'est donc un mélange d'intimidation et de chantage, avec une revendication parfois concrète et explicite comme dans cet exemple, mais souvent aussi abstraite et implicite, comme sous-entendre qu'il ou elle passerait à l'acte si la victime allait contre ses intérêts à l'avenir, donc ferait mieux de rester dans ses bonnes grâces. Évidemment, contrairement à la menace dont on reparlera aussi, cette déstabilisation se cache toujours derrière les traits de la légèreté, de l'humour ou de l'innocence. La victime n'est jamais certaine que la menace soit sérieuse ou si elle est une simple plaisanterie. D'autant qu'après coup, surtout si le narcissique a un peu trop forcé, c'est fréquent qu'elle soit désamorcée par un propos comme « Non, je plaisante, je ferai jamais ça, c'était pour rire ». C'est pour rire, gamin ! Cette ambiguïté permet au manipulateur de toujours se conserver une issue de secours en cas de retour de flamme, car cette technique lui est idéale pour tester vos limites en tâtonnant, puis en s'abritant derrière le classique « Oh là là, t'es trop sensible, c'était pour rigoler poète-poète » quand il se heurte à de la rébellion. Ils adorent jouer sur le quiproquo ou le déni plausible pour sonder ce qu'ils peuvent s'autoriser avec vous sans risquer d'avoir à affronter les conséquences de leur toxicité. Cette déstabilisation va dès lors être un moyen idéal de banaliser leurs abus par leur répétition chronique et habilement dosée. Concrètement, ils n'auraient à faire face à de vraies conséquences que si leur toxicité était exposée à répétition, jusqu'à révéler qu'il ne s'agit pas de quiproquo ou de plaisanterie, mais bien d'une stratégie de leur part. La première fois, c'était juste une blague. La seconde, c'est juste qu'ils taquinent. La troisième, c'était un accident. La quatrième, c'était un oubli. La cinquième, c'était un malentendu. Au cumul, tout le monde finirait par se rendre compte que ça fait beaucoup, et lui-même finirait par comprendre que malgré ses parades, s'il continue de se faire griller comme ça, il va se coller une réputation de gros toxique, et c'est généralement un truc qu'il cherche à éviter. Même si certains en font à l'inverse un style de vie qu'ils revendiquent, par exemple en se flattant d'être sans filtre ou encore viril, mais ça requiert un milieu social commun à la victime qui valorise ce genre de traits, donc limite nettement leur champ de nuisance. Il y a donc une sacrée marge de manœuvre avant qu'un risque de répercussion ne commence à émerger sérieusement pour eux, et surtout,
il ne s'oppose que lorsque la victime se rebelle contre ses abus, donc lorsqu'il va trop loin. Le reste du temps, si la victime internalise l'abus sans se rebeller, ça passe tout simplement. Et plus ça va passer, plus ça va se banaliser, donc plus il pourra accumuler les abus et se réjouir de dominer sa victime. Et c'est justement parce que le risque d'être exposé est très faible pour chaque occurrence qu'ils n'hésiteront pas à y recourir de manière parfois très publique, de sorte à mettre la victime mal à l'aise non pas juste auprès d'eux, mais aussi de ses amis, de ses collègues, de sa famille ou encore de ses camarades de classe. Par exemple, disons que vous êtes dans une soirée entre potes et que tout se passe bien pour vous. Vous discutez avec tout le monde, le courant passe, vous vous intégrez bien, vous êtes donc en confiance, et ça plaît pas trop aux narcissiques qui préfèrent vous maintenir dans un état de confusion vulnérable. Donc sur un prétexte quelconque, typiquement en réponse à une plaisanterie qui aura un peu froissé son ego, il se met à sortir devant tout le monde « Fais pas le malin parce que j'ai des dossiers sur toi. Oui, tu sais très bien lesquels, je joue pas l'innocent. Fais gaffe, hein, si je veux je balance tout, j'en suis capable. D'ailleurs regarde, tout le monde veut savoir ce que c'est, je le dis ou pas? Attention, je vais le dire, hein. » Évidemment, la réaction peut varier largement selon tout un tas de facteurs qui seraient bien trop longs de développer, mais pour faire simple, dans le pire des cas, pour vous, votre entourage ne va pas réaliser ce qui est à l'œuvre et l'encourager à balancer le fameux dossier, parce qu'ils présumeront souvent que c'est un truc dont vous rigolerez aussi, voire vous avez un entourage toxique, ça arrive, et dans le meilleur des cas, faut le dire vite, ils vont remarquer que l'ambiance est soudainement devenue très malaisante et dire au narcissique d'arrêter parce que ça devient lourd, auquel cas il va désamorcer par un propos du style « Oh, c'est pour rire, c'est bon, on rigole, poète, il est trop sensible », et s'en tirera alors à bon compte, en sachant qu'il aura au minimum instillé de la suspicion à votre sujet, puisqu'à présent tout le monde aura désormais dans un coin de la tête qu'il existerait un secret gênant qui vous concerne. Mais dans cette utilisation-là, on s'en tient encore à une version très banale et généraliste de la déstabilisation, du genre qui peut encore résulter soit d'une simple immaturité affective, soit d'une forme de narcissisme très commune et de faible gravité qui pourrait éventuellement se corriger avec quelques efforts. Dans les cas plus pathologiques, elle peut aussi prendre des formes bien plus vicieuses, avec notamment ce que j'appelle la technique de la lance invisible. Les vrais qui me suivent de longue date auront le rêve si je mentionne la fameuse anecdote des sushis qui en est un parfait exemple. En gros, ça remonte à une époque où j'étais moi-même sous l'emprise d'un escroc de politicien qu'on ne nommera pas, d'une part parce que j'assume toujours pas de m'être fait embobiner par ce loser, et d'autre part parce que de toute façon personne n'en a rien à foutre de lui, et c'est très bien comme ça. À cette époque, j'avais un blog, aujourd'hui supprimé, où j'avais publié toutes sortes de conneries, parfois des trucs assez personnels, parfois juste des trucs légers, et à la même époque, j'étais encore dans une situation de précarité extrême de longue date, puisque j'étais pas encore diagnostiqué, donc j'avais pas la hache, et mon revenu le plus confortable sur près de 15 ans, ça a été une bourse étudiante qui représentait en moyenne 375 € par mois, c'est-à-dire moins que le RSA. Autant vous dire qu'avec ça, on va pas très loin, et si comme moi vous êtes amateur de sushi par exemple, vous allez devoir être très créatif pour que cette passion ne se limite pas à la théorie, parce que vu le prix des restos japonais, vous allez pas pouvoir vous le permettre souvent. Et donc, sur ce blog, j'avais publié un tutoriel pour faire des sushis du Shag qui expliquait comment faire des sushis maison quand on est trop fauché pour acheter les vrais ingrédients. C'était des astuces du style remplacer le vinaigre de riz par du vinaigre de cidre légèrement dilué, utiliser du riz rond à dessert au lieu du riz à sushi hors de prix, remplacer le saumon par du thon en boîte, et compléter avec du concombre, de l'omelette, du fromage frais, voire de l'avocat, si on est en début de mois et que vous vous croyez riche. Évidemment, ça égale pas un sushi de resto, mais si vous avez une addiction frustrée au sushi, ça permet de la soulager assez efficacement. C'est un peu la méthadone du sushi, quoi. Et donc j'avais publié cet article de longue date sur ce blog, et ça datait tellement que je m'en souvenais même plus. Et puis voilà qu'à une occasion dont on se fout pas mal ici, j'avais dû organiser une conférence pour le politicien en question, qui était donc venu en personne bourrer le mou d'une salle entière, dont j'étais au premier rang du public en tant qu'organisateur de l'événement. Et donc il raconte ses conneries habituelles pendant des heures, moi j'étais rodé, j'avais déjà vu toutes ses conférences à l'époque, et là en parlant d'une institution qu'il était en train de critiquer, il se met d'un coup à me regarder fixement droit dans les yeux, et il sort comme analogie de son propos, c'est comme si vous vouliez faire des sushis, mais qu'au lieu d'utiliser du vinaigre de riz, vous utilisez du vinaigre de cidre, qu'au lieu d'utiliser du saumon, vous utilisez du thon, qu'au lieu d'utiliser du riz, vous utilisez je sais pas quoi, ce serait évidemment ridicule, et vos sushis personne n'en voudrait. Ouais, c'est fou comme coïncidence qu'il ait utilisé pile cette analogie-là, vous trouvez pas? D'autant que c'est la seule et unique fois que j'ai entendu l'employer dans une conférence, je rappelle que je les avais toutes écoutées, et curieusement c'est pile la fois où je me trouve juste devant lui qu'elle lui vient à l'esprit. Et il se trouve aussi que si on n'avait évidemment pas parlé de cet article-là en particulier, je savais qu'il connaissait mon blog de l'époque, puisqu'il m'avait déjà mentionné au téléphone l'avoir trouvé et en avoir lu un autre article pas mal de temps avant cette anecdote.
Et bah c'est ça la technique de la lance invisible. Une attaque ciblée, élaborée sur mesure pour atteindre sa cible sous le nez de tout le monde, mais à leur insu. De sorte à ce que seul le narcissique et sa victime aient conscience qu'une agression psychologique vient d'avoir lieu. Et encore, on va voir que parler d'en avoir conscience pour la victime est plutôt généreux. En l'occurrence, c'était en plein durant une conférence, devant un public qui n'avait évidemment pas les clés de lecture pour comprendre que l'analogie faisait référence à mes sushis du schlag. Pour eux, c'était juste une image comme une autre. Mais pour l'autre taré qui me regardait fixement tout le long, c'était à l'évidence tout autre chose. Une sorte de power trip malsain qui consistait à me mettre mal à l'aise gratuitement devant tout le monde, comme pour me dire « je peux te faire ce que je veux devant tous ces gens, et toi tu peux rien y faire ». Alors si vous êtes dans une vibe BDSM, ça peut être votre délire, je dis pas, hein, mais disons que le strict minimum pour jouer à ce genre de jeu-là, c'est d'avoir le consentement de l'autre, sinon c'est une agression. C'est tellement vicieux et sournois comme technique qu'on peine à seulement imaginer que c'est possible, y compris d'ailleurs quand ça nous arrive, et ça fait justement partie du processus. Si les auteurs de cette technique voulaient uniquement agresser psychologiquement leurs victimes, ils auraient toutes sortes de moyens de le faire plus frontalement. Soit en privé sous la forme d'un harcèlement moral, soit en public sous la forme d'humiliation et de moquerie. Le choix de le faire à la fois en public et de manière masquée révèle une volonté de jouer sur l'incertitude, le doute ou le quiproquo qui est caractéristique des manœuvres de déstabilisation. C'est pourquoi ces attaques jouent également beaucoup sur l'effet de surprise. Elles surgissent de nulle part, sans aucune provocation, et dans des situations où aucune conflictualité n'est en vue pour la victime. C'est pas un cas de figure où vous voyez venir le coup, comme être convoqué par son patron pendant une période de crise au travail, c'est un truc qui vous tombe dessus sans prévenir, comme de la foudre en plein soleil. C'est un peu le même type de déstabilisation que celui qui est recherché par un exhibitionniste quand il flash les gens dans la rue. C'est pas tant le fait de voir une bite qui est perturbant, ça en général on s'en remet assez vite. C'est surtout le décalage entre le contexte dans lequel vous vous trouvez et l'acte qui, accentué par l'effet de surprise, provoque un sentiment de violation de votre intimité. Ça vous prend tellement au dépourvu que vous êtes sous le choc, vous savez pas comment réagir. Et si l'agression a lieu en public, comme dans mon anecdote, vous réalisez vite que vous ne pouvez tout simplement pas réagir. Vous le savez sans doute, les 3 réponses instinctives les plus courantes face à un danger perçu sont le combat, la fuite ou l'immobilisation. Ici, vous pouvez pas combattre, parce qu'en dehors de l'agresseur, vous êtes le seul à avoir les clés de lecture pour savoir qu'il s'agit d'une agression. Si vous vous mettez à interrompre une conférence publique pour défendre vos sushis du schlag, vous allez juste passer pour un malade. Vous ne pouvez pas fuir non plus parce que vous êtes dans un contexte où ça serait socialement inapproprié. Pas forcément une conférence, mais au moins par exemple un petit groupe de collègues auprès de qui un départ précipité serait mal poli. Et si jamais vous n'avez pas vraiment le choix, par exemple parce que le narcissique a touché une corde très sensible et que vous êtes ébranlé au point de devoir partir précipitamment, croyez bien qu'il sera ravi de saisir l'occasion pour gaslighter l'assemblée comme quoi « Oh là là, mais qu'est-ce qui vous prend? Ça sort tellement de nulle part comme réaction. Vous êtes vraiment instable. Vous avez clairement un problème. Il faut vous faire soigner, etc., etc. » Ça lui sera très utile si, par exemple, vous en veniez à l'avenir à porter plainte contre lui pour harcèlement, à tout hasard. Parce que comme ça, il y aura des témoins du fait que vous seriez émotionnellement instable, donc l'idée que vous auriez pu tout inventer ne paraîtra pas si absurde. Et donc il ne vous reste souvent que la freeze response en anglais, l'immobilité. Vous restez figé comme une biche dans l'effort d'un camion, tellement assommé par la dinguerie qui vient de se produire que votre cerveau refuse de croire que c'est bien ça qui s'est passé. Est-ce qu'il a vraiment dit ça? Peut-être que vous avez rêvé. Est-ce qu'il vous a vraiment regardé fixement? Peut-être que c'était juste une impression. Est-ce que vous êtes sûr qu'il faisait référence à un truc aussi personnel? Peut-être que c'est une simple coïncidence. Est-ce qu'il a vraiment pu le faire exprès? Peut-être que vous faites juste un film. Et d'ailleurs, pourquoi il ferait ça? Ça aurait aucun sens. Alors vous préférez essayer de l'ignorer, vous dire que c'est sans doute un simple quiproquo et que ça vaut pas le coup de le confronter, même en privé. De toute façon, s'il s'agit d'une chose personnelle que vous lui avez confiée, il dira juste qu'il avait oublié, qu'il pensait à une autre anecdote relative à quelqu'un d'autre, qu'il aura soigneusement préparé en avance, que c'est une simple maladresse. Évidemment qu'il pensait pas à votre cas, vous croyez quand même pas qu'il ferait une chose pareille. Et si c'est une information privée qu'il n'est pas censé connaître, mais qu'il pourrait néanmoins avoir trouvé en faisant des recherches sur vous dans votre dos, il pourra toujours feindre l'ignorance, comme quoi il en avait aucune idée, c'est une pure coïncidence, voire même en profiter pour vous humilier publiquement, puisque vous vous seriez alors outé auprès de lui. Et si on parle d'un truc embarrassant, par exemple, je sais pas, d'avoir pissé au lit jusqu'à vos 15 ans, c'est évident que vous allez préférer ne pas prendre le risque de le confronter, plutôt que lui servir sur un plateau l'occasion d'en informer tous vos proches ou collègues à base de « tu ne croiras jamais ce qu'il m'a avoué ».
Sauf à avoir une répartie digne d'un maître Shaolin pour faire respecter vos limites, vous allez donc vous retrouver dans une situation d'échec et mat dans laquelle les narcissiques adorent placer leurs victimes pour se convaincre de leur grosse domination. Si vous le confrontez, vous passez pour le taré de service qui s'énerve pour rien, parce que pour les témoins de la scène, il n'y a pas eu d'agression. Si vous laissez transparaître la moindre émotion, vous passerez pour quelqu'un de psychologiquement instable et il se fera un plaisir d'en profiter pour vous discréditer ou vous humilier. Et si vous êtes tellement sous le choc que vous internalisez le truc sans réagir, il sait alors qu'il pourra se masturber l'ego à vos dépens en toute impunité. Et croyez bien qu'il s'en fera un plaisir. De toute façon, le plus souvent, vous n'avez même pas l'occasion de choisir consciemment entre ces mauvaises options, parce que faire ce choix suppose d'avoir conscience qu'une agression a bien eu lieu. Or, l'attaque joue sur l'ambiguïté spécifiquement pour vous empêcher d'en acquérir la certitude. Sauf à être déjà informé de l'existence d'une telle pratique, de rien en passant, vous allez spontanément refuser de croire que c'est bien un acte délibéré de sa part. Parce que c'est pas possible, c'est trop gros pour être vrai. C'est le genre de dinguerie qu'on ne voit que dans des films, et généralement c'est des films qui parlent de tueurs en série psychopathes. Donc tout en vous cherche à vous convaincre que c'est un simple malentendu. Ne serait-ce que parce que la thèse de l'accident ou de la coïncidence est bien plus rassurante que la menace d'être la proie d'un type assez malade pour faire volontairement des trucs pareils. Vous vous retrouvez donc dans un état de profonde confusion, parce que vous ne pouvez même pas être certain que l'attaque était volontaire. Vous ne savez pas quoi penser, quoi croire, quoi faire, quelle conclusion tirer. Autrement dit, vous êtes déstabilisé. Et de là, vous êtes d'une part rendu plus vulnérable aux abus du narcissique en général, avec qui vous ne savez plus trop sur quel pied danser, donc ça entraîne de l'hypervigilance. D'autre part, vous êtes plongé dans un sentiment d'insécurité, qu'elle soit affective, sociale ou professionnelle, puisque vous redoutez de vous prendre un empalement psychologique de l'espace à tout moment sans que vous ne puissiez en contrôler le risque. Sentiment de mal-être qui va inévitablement démolir votre estime de vous-même et finira par impacter votre attitude générale ainsi que vos performances professionnelles. Ce qui entraînera un cercle vicieux, puisque ça ne manquera pas d'être ensuite utilisé par le narcissique pour enfoncer le clou en vous dénigrant, voire en vous gaslightant, comme quoi vous voyez bien que vous êtes nul. C'est pas juste lui qui le dit, c'est tout le monde qui le pense. Cette technique est donc aussi sournoise que dévastatrice pour la victime. En revanche, elle n'est pas autant sans risque pour le narcissique qu'il n'y paraît, car elle n'est réellement efficace qu'à titre de processus. L'employer une seule fois pourra avoir un impact violent sur la victime, mais cet impact va se résorber avec le temps et elle finira par tourner la page et retrouver confiance en elle. Pour maintenir son effet destructeur, cette déstabilisation doit être entretenue et non pas juste épisodique. Le narcissique va devoir y recourir de manière chronique pour replonger la victime dans le doute aussitôt qu'elle recommence à faire preuve de confiance en elle. Or, on a vu que s'il est facile de trouver une parade pour désamorcer une rébellion face à une occurrence unique, la répétition de ces plaisanteries lourdes et autres coïncidences étonnantes va peu à peu dévoiler le système qui est à l'œuvre. La victime pourrait, à la longue, prendre conscience qu'il ne s'agit pas de simples accidents, mais bien d'une stratégie, voire en être avertie par un proche ou un collègue un peu trop attentif à la situation au goût du narcissique, ce qui représentera pour lui un risque croissant d'être dénoncé de manière convaincante pour ses agissements. Et ça, c'est une menace que le narcissique prend très au sérieux. Parce que si ça arrivait, il perdrait de son influence, donc de son pouvoir de nuisance, donc de sa capacité à se procurer les shoots de narcissium auxquels il est dépendant. Il lui est vital de s'assurer que ça ne se produise pas, ou de pouvoir en limiter les dégâts le cas échéant. Bien sûr, la solution la plus simple pour l'éviter serait tout simplement de se retenir d'être toxique, parce que le meilleur moyen de pas se faire flasher en excès de vitesse, c'est encore de respecter les limitations, figurez-vous. Mais là, vous pensez comme une personne saine d'esprit, et on a déjà vu qu'un narcissique est par définition incapable de se passer de ses shoots d'ego, ce qui résulte inexorablement de la toxicité. C'est d'ailleurs ce qui justifie la discrétion caractéristique de cette déstabilisation, puisque moins sa toxicité sera flagrante, plus il pourra rester sous le radar de son environnement et se procurer ses shoots en toute impunité. Mais comme il lui sera très difficile, voire impossible, de rester parfaitement indétectable sur le long terme, il doit nécessairement prévoir un plan B dans l'éventualité où des suspicions commenceraient à peser sur lui. Et ne vous inquiétez pas que ça ne lui aura pas échappé, parce qu'un manipulateur anticipe toujours l'éventualité de se faire prendre pour s'y tenir prêt. Ne serait-ce que parce qu'il est parfaitement conscient d'encourir ce risque, quand bien même il rationaliserait son comportement. En l'occurrence, il va donc chercher à s'assurer que, dans les cas de figure où quelqu'un verrait clair dans son jeu, leur environnement commun soit tellement confus et chargé de suspicions à leur égard qu'il leur sera très difficile, voire impossible, de convaincre un assez grand nombre de personnes de qui est le véritable fauteur de troubles, et pour ça, il va recourir à une autre technique particulièrement bien rodée, la division.